Alors bonjour à tous, mon nom est Anne-Émilie Dionne, je suis pharmacienne à la clinique médicale de Sillery et ça me fera le plaisir aujourd'hui d'aborder avec vous les médicaments qui sont commercialisés pour l'obésité, de même que les médicaments qui sont associés à une prise de poids, qu'on appellera les médicaments obésogènes. Alors d'abord, avant tout, il faut savoir que l'obésité, c'est une maladie qui est chronique. C'est une maladie qui est complexe, qui est influencée par différents facteurs, à la fois la prédisposition génétique, à la fois la psychologie, des facteurs hormonaux, des facteurs environnementaux, l'éducation. Donc, bien que certains facteurs ne soient pas modifiables, à l'occurrence l'hérédité, bien, ça reste qu'on peut réussir à avoir le contrôle sur certains autres. Ce qui me mène d'ailleurs à vous parler aujourd'hui des médicaments qui sont associés à une prise de poids. Oui, les médicaments sont souvent quand même d'une grande aide. Quand on les prescrit, c'est parce qu'on recherche à avoir une efficacité, on recherche à soulager de la douleur, à améliorer le sommeil, à diminuer les symptômes dépressifs ou anxieux. Donc oui, ils ont une certaine efficacité, mais il ne faut jamais minimiser le fait qu'ils viennent aussi avec un lot d'effets secondaires. Donc, à l'occurrence, une prise de poids. Ils peuvent venir aussi perturber le bilan métabolique, donc venir modifier, augmenter le niveau de triglycérides, le niveau de mauvais cholestérol, augmenter la glycémie dans le sang, qui sont tous des facteurs, évidemment, qui peuvent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et le développement d'un syndrome métabolique et d'autres maladies chroniques. Alors, évidemment, j'en glisserai un mot et j'aborderai d'ailleurs les médicaments à risque de gain de poids de façon majoritaire dans le cadre de cette capsule-là. Et dans un deuxième temps, eh bien, j'aborderai avec vous les médicaments qu'on utilise, commercialisés d'ailleurs, pour la perte de poids. Alors, d'entrée de jeu, je vous présente ici les fondements, alors les piliers de la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Ces trois piliers-là, comme vous pouvez le voir sur la petite maison ici, supportent en fait un toit qui comprend ici la thérapie nutritionnelle de même que l'activité physique. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'avant de considérer, évidemment, un médicament, une pharmacothérapie pour perdre du poids ou encore la chirurgie bariatrique, on doit s'assurer d'avoir des bases solides. Donc, c'est-à-dire d'avoir un mode de vie, des habitudes de vie qui sont saines, qui sont faciles à intégrer dans notre quotidien. Et je mentionne ici, entre autres, l'activité physique, donc de viser environ 30 à 60 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse. Donc, c'est-à-dire que d'être capable de soutenir un effort en ayant une conversation légèrement essoufflée avec quelqu'un. Donc, on vise idéalement un environ de 150 minutes par semaine. Alors, d'intégrer de l'activité physique dans le plaisir, dans le social, idéalement à l'extérieur, s'exposer à la lumière. Donc, pour rendre le tout agréable et viable à long terme. Dans nos bases, évidemment, on va surtout aussi rechercher à avoir des habitudes alimentaires qui sont saines, qui vont inclure des aliments surtout non transformés. Donc, c'est-à-dire des aliments qu'on va cuisiner nous-mêmes. On va tenter d'éviter d'acheter des produits au restaurant, d'acheter des produits qui sont déjà préparés dans les succursales alimentaires, dans les épiceries. On va tenter vraiment de favoriser une grande variété de fruits et légumes, de couleurs très variées, d'huile, de bons gras qui peuvent se retrouver dans les noix, les graines, les bonnes huiles végétales comme l'huile d'olive, les poissons, certaines volailles, certaines viandes. Donc, évidemment, ici, on va être tenté de s'approcher le plus possible de la diète méditerranéenne, mais tout en respectant évidemment les préférences, les valeurs et surtout la culture de chaque individu. J'attire votre attention aussi sur les médicaments qui ne font pas partie du petit toit ici, mais que je tenais à rajouter parce que les médicaments, en fait, si la personne qui est aux prises avec l'obésité est traitée pour différentes maladies chroniques et doit prendre d'autres médicaments chroniques sur une base régulière, eh bien, ces médicaments-là doivent le plus possible être évalués pour évaluer leur potentiel obésogène. Donc, est-ce qu'ils font prendre du poids, ces médicaments-là? Est-ce qu'ils peuvent perturber le bilan métabolique, ces médicaments-là? Et dans la possibilité, si c'est possible de les déprescrire, d'y parvenir, évidemment. Sinon, la prise de médicaments peut être un frein, évidemment, à la perte de poids.
Alors, les voici les différentes classes de médicaments qui peuvent être associés à un gain de poids. Donc, on a les médicaments de la colonne de gauche ici qui sont associés à un fort potentiel de gain de poids, les médicaments au centre qui sont associés à un potentiel qui est modéré à élevé, et finalement les médicaments de la colonne de droite qui sont associés à un potentiel plus faible de gain de poids, mais quand même présent. Alors, les médicaments qui sont associés à des gains de poids là, importants de plus de 4 kg regroupent entre autres les antipsychotiques qu'on veut utiliser entre autres pour traiter certaines maladies mentales, la maladie affective bipolaire, la schizophrénie, mais aussi de façon assez impressionnante des troubles d'insomnie primaire, des dépressions. Okay? Donc, c'est surtout les usages qu'on en fait dans des contextes off-label, finalement, donc qui sont hors indication, qui vont être parfois plus néfastes pour l'individu. Sachant qu'il y a d'autres alternatives, évidemment, qui seraient plutôt à préconiser. Les anticonvulsivants, on va les utiliser aussi, non seulement dans le traitement de l'épilepsie, mais aussi pour le traitement de la douleur chronique. On va l'utiliser aussi en prévention des migraines chez certaines clientèles. On peut l'utiliser aussi pour les problèmes d'insomnie. Le lithium, qu'on va voir surtout dans le traitement de la maladie bipolaire de type 1. L'insuline qu'on va voir chez nos patients diabétiques de type 1, mais aussi nos patients diabétiques de type 2 qui deviennent au cours de la maladie, au cours de l'évolution, là, malheureusement souvent dépendantes de l'insuline et qui vont devoir là, se mériter des doses là, plutôt élevées. Ensuite, dans nos médicaments là, associés à un gain de poids modéré, on a certains antidépresseurs tricycliques. Je les nommerai plus tard, mais ces antidépresseurs-là vont être utilisés beaucoup dans le traitement des douleurs, de l'insomnie, de l'anxiété, de la dépression. Les hypoglycémiants oraux aussi, parce que oui, certains médicaments qui sont utilisés pour traiter le diabète par la bouche vont pouvoir être associés à un gain de poids. Les progestatifs en injection, je parle ici entre autres du Depo-Provera, hein, que certaines femmes vont utiliser là, à visée contraceptive. Et dans nos médicaments à plus faible propension à prendre du poids, on retrouve entre autres certains antidépresseurs là, très très connus et largement utilisés, notamment nos inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, donc nos ISRS, et nos IRSN, donc nos inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Par la suite, nous avons certains types de progestatifs aussi qu'on peut prendre par la bouche, entre autres certains anovulants qui sont à base de progestatifs, des bêta-bloqueurs qu'on va utiliser pour traiter certains troubles du rythme cardiaque ou encore certains troubles cardiovasculaires ou même encore de l'hypertension artérielle et certains patients qui ont des migraines chroniques également. Et les glucocorticoïdes qu'on peut vouloir utiliser parfois pour traiter l'inflammation chronique, donc chez des patients qui peuvent avoir des maladies auto-immunes comme de la polyarthrite rhumatoïde, qui peuvent avoir de l'asthme avancé ou des maladies pulmonaires obstructives chroniques. On me demande souvent la question, oui, mais par quel mécanisme je prends du poids quand je prends tel ou tel médicament? En fait, il y a plusieurs mécanismes impliqués, ce n'est souvent pas qu'un seul. Je vous présente entre autres certains d'entre eux. Donc, le premier effet est l'effet antihistaminique. Alors oui, certains antidépresseurs, entre autres, certains antipsychotiques vont aller bloquer certains neurotransmetteurs, notamment l'histamine, notamment la sérotonine aussi, et ça va avoir comme effet d'augmenter l'appétit. Au niveau du cerveau, ça envoie un signal, j'ai faim davantage, et donc la prise alimentaire peut faire prendre plus de poids. Qu'est-ce qui augmente aussi l'appétit? Ben, c'est la gréline. Certains médicaments, oui, vont avoir un effet sur la gréline, hein, qui est l'hormone de la faim. Et ici, j'accuse encore une fois nos antipsychotiques. Donc, ils stimulent la faim constante, surtout la faim pour des aliments plaisir, des aliments qui amènent de la satisfaction, souvent très riches en sucre et en gras, qui augmentent l'appétit, qui nous font prendre du poids. Il y a aussi certains médicaments, entre autres les antipsychotiques, qui vont avoir des effets sur la prolactine. Ils vont augmenter la prolactine. Hein, la prolactine, c'est une hormone qui est sécrétée par notre hypophyse en temps normal chez les femmes pour favoriser la montée laiteuse. Mais oui, il y a certains médicaments, même chez les hommes, qui vont favoriser la production de la prolactine. La prolactine, par contre, a aussi un effet qu'on va dire au niveau lipogène. Donc, il va favoriser la lipogenèse, c'est-à-dire la synthèse des acides gras à partir du glucose, et il va aussi favoriser un état d'hyperglycémie, donc va augmenter le taux de sucre dans le sang.
Donc oui, on stocke plus de graisse et on augmente le taux de sucre dans le sang avec certains types d'antipsychotiques. Par la suite, bien évidemment, plusieurs médicaments vont causer des effets sédatifs, vont créer de la fatigue, vont endormir, donc ça crée un ralentissement. Ça diminue la motivation à prendre ses espadrilles, sortir dehors, s'activer. Donc les effets sédatifs, ils comptent aussi pour beaucoup. D'autres médicaments vont induire ce qu'on appelle de la rétention hydrosodée. Ce qu'on appelle aussi dans notre langage courant de la rétention d'eau. Donc, c'est comme une accumulation d'eau dans les tissus qui n'est pas évidemment ici du gras, mais bien de l'eau qui s'est accumulée, qui va donner la sensation finalement de surcharge, là, de liquide. Donc, on va se sentir plus ballonné, plus gonflé. Entre autres, chez les femmes qui peuvent prendre des contraceptifs, là, les progestatifs peuvent causer cette sensation-là. Certains types d'anticonvulsivants aussi, entre autres le prégabalin et le gabapentin, peuvent le causer. Certains médicaments vont aussi diminuer la glucosurie et augmenter l'anabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien, c'est que, en fait, l'anabolisme, qui est le contraire du catabolisme, donc l'anabolisme sert à la construction de la masse musculaire, puis va servir à la construction, à fabriquer des tissus et à stocker de l'énergie. Donc, quand un médicament vient favoriser l'anabolisme, on vient stocker l'énergie sous forme de glycogène, donc sous forme de réserve de glucides, ou encore de triglycérides, donc sous forme de réserve d'acides gras. Donc oui, on a certains médicaments, entre autres l'insuline, entre autres certains hypoglycémiants oraux qui vont favoriser l'anabolisme et qui vont diminuer aussi la glycosurie, c'est-à-dire l'excrétion du glucose en surplus dans la circulation sanguine. Donc, ils vont empêcher que le glucose soit évacué dans l'urine et va rester davantage donc dans le sang. Certains médicaments vont aussi augmenter l'insuline, donc ça va avoir pour effet de baisser la glycémie. Plus on a d'insuline, plus on vient frapper à la porte des cellules pour leur dire « Ouvrez votre porte, je vais stocker du glucose ». Donc, ça a l'effet de baisser la glycémie, mais cet effet-là de baisse de glycémie crée aussi une sensation de faim qui peut être accrue par la suite. Donc, certains anticonvulsivants vont agir de cette façon-là, entre autres. Alors, je vous présente ici un tableau qui va regrouper les principaux agents, médicaments à fort potentiel de gain de poids. Donc, d'abord, on y retrouve les antipsychotiques, la clozapine, l'olanzapine, la quetiapine, entre autres, qui vont avoir de forts effets antihistaminiques, donc qui vont causer beaucoup de gain de poids. Lorsque possible, on va tenter d'éviter le plus possible l'usage des antipsychotiques à cause de tous les effets secondaires qu'ils ont. Mais si on n'a pas le choix de les utiliser, on va prioriser l'aripiprazole, le brexpiprazole, entre autres, donc les molécules qui vont finir par ol, ou encore la lurazidone et la ziprasidone qui sont souvent à moindre risque de gain de poids, qui sont des antipsychotiques de deuxième et troisième génération, donc mieux tolérés à ce niveau-là. Le lithium, on ne s'en cache pas, prise de poids importante, on parle de 1 kg par année, 10 kg sur 10 ans environ. On l'utilise le lithium pour la bipolarité de type 1, il y a plus ou moins d'alternatives malheureusement. La méthadone va être utilisée comme traitement de substitution chez des patients qui ont des dépendances aux opioïdes. La méthadone aussi, qui est associée à environ 8 kg de prise de poids, qui va augmenter surtout les fringales alimentaires pour le sucre, pour les aliments très très riches en gras, et va causer aussi beaucoup de rétention hydrique, ce qui va occasionner une sensation aussi de prise de poids. L'insuline aussi, autant l'insuline basale qu'on va prendre une fois par jour que l'insuline prandiale qui est prescrite avant chaque repas chez nos patients diabétiques de type 1, mais aussi certains types 2, va être à risque de causer un gain de poids. Comme alternative, c'est sûr que si notre patient est diabétique de type 2 et qu'on peut employer des hypoglycémiants oraux par la bouche qui ont un potentiel moindre de gain de poids et même qui vont faire perdre du poids, notamment certains inhibiteurs de la SGLT2, certains agonistes de la GLP1, entre autres de la metformine, on va tenter de prioriser ces agents-là lorsque possible. Malheureusement, chez nous, diabétiques de type 1, on n'a pas le choix. L'insuline est souvent un passage obligatoire, en fait, pratiquement toujours.
Les médicaments à potentiel modéré de gain de poids, maintenant, on va retrouver les antidépresseurs tricycliques, donc la mitriptyline, le nortriptyline, qui sont utilisés surtout pour des troubles de douleur, de la douleur chronique, d'origine neuropathique. Les alternatives à ces antidépresseurs-là vont être évidemment des antidépresseurs là, de type IRSN ou ISRS. Donc, si on souhaite traiter évidemment l'anxiété de la dépression, on n'aura pas recours à nos antidépresseurs tricycliques. On va tenter le plus possible d'y aller avec nos IRSN et ISRS. Les anticonvulsivants aussi, l'épival, le Neurontin, le Lyrica, le Tegretol, qu'on utilise, comme je vous disais, non seulement pour l'épilepsie, mais aussi pour les douleurs chroniques. Donc, lorsque possible, on va tenter, si on souhaite traiter l'épilepsie, des antiépileptiques beaucoup mieux tolérés. Donc, la lamotrigine, le lévétiracétam sont entre autres de très bons choix pour l'épilepsie. Et pour les douleurs chroniques, bien évidemment, si on peut s'en passer, on tentera de le faire. Sinon, l'usage du prégabalin ou du gabapentin à petite dose peut amener un gain de poids, là, somme toute, minime. Les progestatifs injectables comme le Depo-Provera, je vous en avais parlé. Alors, chez les personnes qui ont déjà un certain surplus de poids, c'est peut-être pas la méthode de contraception à envisager. Peut-être ce serait préférable de se retourner vers les contraceptifs oraux, d'autres types de contraceptifs, là, soit par des timbres sous-cutanés, là, des timbres de Nexplanon, par exemple, ou contraceptifs oraux, ou des timbres ou des anneaux vaginaux, par exemple. Les hypoglycémiants oraux, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Il existe plein de types d'hypoglycémiants oraux. Alors, il y en a qui ont un meilleur profil, qui font même perdre du poids, tandis que d'autres en font prendre. Donc, on va tenter, si possible, de les éviter. Et en terminant, nos médicaments à potentiel faible à modéré de gain de poids. Donc, je mentionnais là, tantôt les IRSN et les ISRS qui sont, somme toute, de meilleurs choix que d'autres types d'antidépresseurs. Parmi cette classe-là, les bons choix sont le Cipralex, la sertraline, la venlafaxine, le Wellbutrin, surtout, qui est un antidépresseur qui va faire perdre du poids ou qui va être plutôt neutre ou perdre du poids plutôt qu'en faire prendre. Le Pristic, le Trintellix, le Fedima, donc c'est toutes des molécules assez intéressantes. Certains antidépresseurs dans ces classes-là se distinguent de par leur profil moins intéressant. La mirtazapine et la paroxétine, qui ont plus d'effets antihistaminiques, vont avoir une plus grande propension à causer un gain de poids par augmentation de l'appétit et aussi beaucoup de sédation, beaucoup de fatigue. Les progestatifs Péros, j'en ai parlé, ils sont mieux que les progestatifs injectables, mais peuvent quand même être associés à une certaine prise de poids. Donc, on va tenter, si c'est possible, de prioriser chez des personnes qui ont déjà un surplus de poids des contraceptifs oraux combinés, qui vont avoir des types de progestatifs à effet androgénique un peu moindre. On va prioriser par exemple du désogestrel, du norgestimate, de la drospirinone, qui vont se retrouver entre autres dans les formulations Yasmine, Marvelon, Linessa, entre autres. Les bêta-bloqueurs, bien évidemment, si on veut traiter l'hypertension d'un patient avec un bêta-bloqueur, pourquoi ne pas recourir plutôt à une autre classe d'antihypertenseurs qui n'est pas obésogène, donc les IECA et les ARA, donc les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine sont de très bons choix qui amènent des bénéfices même protecteurs au niveau des organes cibles, du cœur, des reins, des vaisseaux. Donc, c'est vraiment plus cette classe-là qu'on va prioriser si c'est pour traiter l'hypertension. Et nos glucocorticoïdes Péros, bien, le plus possible, on va essayer de les limiter parce qu'il y a plusieurs effets secondaires reliés à de la cortisone prise sur une longue période. Si on est capable de prioriser des infiltrations, des injections de cortisone plutôt que de donner un traitement par la bouche à long terme, on va le faire, bien que ce ne soit pas toujours possible. Alors, ça me mène à vous mentionner qu'en tant que professionnel de la santé, principalement en tant que pharmacienne, on a le devoir, lorsqu'on prescrit une molécule à un patient, d'évaluer justement le potentiel d'effets secondaires, de prise de poids, d'en informer surtout le patient et de le laisser juger s'il est
capable d'accepter que ce soit un effet secondaire possible. On a aussi la responsabilité de faire le suivi du patient, donc de prendre peut-être la pesée au début du traitement, de faire une prise de sang pour évaluer les paramètres, le profil métabolique avec le patient et d'en faire le suivi périodiquement au fil des mois pour être sûr que, bon, il n'y a pas une prise de poids exagérée ou encore une altération du bilan glycémique, du bilan lipidique, entre autres. On a aussi la nécessité, le rôle, à mon avis, de déprescrire la médication lorsqu'elle n'est plus pertinente. Plusieurs patients, malheureusement, continuent à prendre des molécules, sont perdus au suivi, ne savent pas trop s'ils doivent l'arrêter, tandis qu'il n'y a plus d'indication réelle de la prendre et donc sont exposés à des effets, à des médicaments obésogènes, tandis qu'ils ne seraient même plus pertinents. Donc, la responsabilité en revient aux professionnel qui prescrit, mais aussi au patient qui doit faire ses recherches, qui doit se questionner aussi et évaluer si le médicament qu'il prend est réellement nécessaire dans son cas. Okay? Ça mène à vous parler aussi du fameux cercle vicieux. Donc, évidemment, quand on prescrit des médicaments pour traiter des maladies chroniques, de la douleur, de la dépression, de l'anxiété, des migraines, ben, on peut prescrire des molécules qui apportent des effets secondaires dont je viens de parler, de l'augmentation de l'appétit, de la sédentarité, de la fatigue qui mène à de la sédentarité. Et ça donc accentue, ça accentue le surpoids, ça encourage le phénomène d'obésité qui, à son tour, vient entretenir ce qu'on appelle le fameux syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, à son tour, augmente le risque de développer des maladies chroniques, comme des maladies cardiovasculaires, comme du diabète de type 2, qu'on va devoir aussi traiter avec un médicament. Et donc, on se retrouve finalement à encourager ce cercle vicieux-là de prescription de médicaments pour traiter une condition qu'on va devoir retraiter par un autre médicament parce qu'au final, on ne traite pas les facteurs sous-jacents, donc on ne contrôle pas bien les facteurs de risque. Donc oui, j'en parlais tantôt, c'est sûr que la génétique, le niveau d'éducation, l'hérédité, l'âge, le sexe en sont pour beaucoup, mais quand même, l'alimentation qui est plus riche en glucides, en produits transformés, le tabagisme, la sédentarité, l'excès d'alcool, le niveau de stress qui est très élevé vont tous contribuer évidemment à la prise pondérale, donc doivent toujours préalablement, idéalement, être contrôlés pour éviter le plus possible d'accentuer le syndrome métabolique. Alors maintenant que l'on a approfondi les bases de la prise en charge du surpoids et de l'obésité, qui étaient l'alimentation, l'activité physique et l'évitement de certains médicaments obésogènes, j'entre un peu plus dans les détails en vous parlant de différents piliers dans la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Alors, le premier pilier, c'est la psychologie et les interventions comportementales. Donc oui, ça va de soi. Pour augmenter les chances de réussite de perte de poids, l'individu doit y croire, doit avoir une bonne confiance en lui, doit avoir une bonne estime de lui-même, doit avoir une santé mentale qui est saine, qui va être optimale pour opérer les changements, pour que les changements aussi soient durables dans ses comportements et surtout qu'il ait une belle perception de lui-même, qu'il se sente bien au regard des autres. Donc, les patients devraient idéalement avoir un accompagnement qui est psychologique, parfois avec un intervenant, un psychologue, un psychothérapeute, une travailleuse sociale même. Parfois, certains patients vont préférer faire des démarches de façon plutôt autonome dans des lectures, des outils éducatifs, des reportages, entre autres. Toutes les options sont possibles, ça dépend toujours évidemment de l'individu. Mais assurément, il devrait avoir cet accompagnement-là psychologique pour les aider à faire face aux préjugés, les aider à mieux comprendre la maladie qui est complexe, qui est l'obésité, et les aider surtout à opérer le changement une étape à la fois et de façon très, très graduelle sans se décourager trop rapidement. Les patients devraient être aussi encadrés, devraient obtenir des outils pour mieux comprendre les mécanismes aussi de leur prise alimentaire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans leur tête lorsqu'ils mangent trop, lorsqu'ils ont des compulsions, lorsqu'ils ont des fringales alimentaires? Qu'est-ce qui se passe dans leur corps, leurs signaux, leur niveau de confort? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils sont sous l'effet de la colère, des émotions? Est-ce qu'ils sont anxieux? Est-ce qu'ils sont trop fatigués, ils manquent de sommeil et ça les fait agir de la sorte dans la compulsion? Donc, parfois, ça va être nécessaire de traiter les causes qu'on dit sous-jacentes. Donc,
les troubles anxieux, les troubles dépressifs, de rectifier l'hygiène de sommeil pour pouvoir vraiment solidifier et éviter les facteurs de risque là, qui pourraient brouiller finalement nos signaux de satiété, qui pourraient nous faire avoir des comportements alimentaires le plus impulsifs, qui ne sont pas dans la pleine conscience finalement. Et avec les interventions comportementales et la psychologie, on réussit quand même à atteindre une certaine perte de poids. On mentionne qu'environ 3 à 5 % des individus pourraient perdre, en fait, plutôt les individus peuvent perdre jusqu'à 3 à 5 % de leur poids corporel avec les interventions comportementales et psychologiques. Alors, ce n'est pas à sous-estimer. Alors, ça me mène à vous parler du deuxième pilier, soit celui de la pharmacothérapie. Alors, les médicaments, eh bien oui, ils sont efficaces, mais surtout lorsque combinés au changement des habitudes de vie. Parce que c'est clair que malgré le meilleur médicament qu'on prend pour la perte de poids, si on ne change pas les comportements défavorables qui menaient au gain de poids, il n'y aura pas de grand succès. Il n'y aura pas de miracle, évidemment. Ce que j'aime bien mentionner aux patients qui débutent une molécule, c'est de ne pas mettre tous ses espoirs sur la médication. Donc, de ne pas voir le médicament comme étant la pierre angulaire là, du rétablissement puis de la perte de poids, mais surtout de le voir comme un genre de levier motivationnel. Si ça peut nous faire perdre quelques livres en début de traitement qui vont nous permettre de diminuer le poids sur les articulations des genoux, puis de sortir dehors pour prendre des marches, puis être plus actif physiquement, bien, c'est déjà un excellent début. Il ne faut pas oublier aussi que les médicaments font perdre du poids. Donc oui, ils font perdre de la masse grasse, de la masse adipeuse, mais peuvent aussi faire perdre de la masse musculaire. Et c'est là où on peut se retrouver parfois avec un problème, parce que la masse musculaire, on en veut. On veut la préserver. C'est important, la masse musculaire, pour nous permettre de fonctionner, d'être fort. C'est important aussi pour garder un métabolisme de base qui est normal. Donc, une perte de trop de poids peut mener à une perte de masse musculaire qui n'est pas toujours favorable. Donc, ça va être important à ce moment-là de favoriser un programme d'activité physique où on inclut des exercices de musculation pour préserver vraiment un minimum de masse musculaire. Aussi, avant de débuter une thérapie, bien, il faut identifier avec le patient les objectifs du patient. Il faut surtout que le patient ait des attentes réalistes. Non, on ne perdra pas 50 livres, on peut s'attendre à perdre un 5 à 10 % du poids corporel. Les résultats sont souvent atteints après un 3 à 6 mois. Donc, c'est après cette période-là qu'on peut vraiment voir des effets réels. Et à noter que chaque personne est très différente. Donc, la réponse est très hétérogène d'une personne à l'autre. Certains vont perdre beaucoup de poids, peuvent être des très bons répondeurs, tandis que d'autres n'en perdront pas du tout. Donc, il y a ça aussi à mentionner. On ne devrait pas non plus seulement viser une cible, donc un chiffre sur la balance, donc d'atteindre tel poids, mais plutôt de voir la perte de poids aussi, plutôt de voir le bénéfice du médicament comme étant une possibilité d'améliorer certains paramètres métaboliques, la glycémie, d'améliorer son taux de mauvais cholestérol, d'augmenter son taux de bon cholestérol, entre autres, d'améliorer sa qualité de vie, donc d'avoir moins de douleur, d'avoir une meilleure énergie, d'être capable d'aller courir avec ses enfants, d'être capable de jouer avec ses petits-enfants, de cuisiner, d'avoir l'énergie nécessaire pour traverser les journées et surtout de viser un sentiment de bien-être vraiment dans son corps. Donc, au-delà du chiffre, vraiment, on doit surtout miser sur un bien-être à la fois mental et aussi dans son corps. Alors voici un tableau récapitulatif ici des différentes molécules qui sont commercialisées pour la perte de poids ici au Canada. Première chose à savoir, quand on choisit une molécule, on doit le faire en fonction de différents facteurs, donc les effets secondaires, les comorbidités du patient, les interactions médicamenteuses, la fréquence d'administration, le coût aussi des molécules. Donc, on choisira vraiment en fonction des préférences du patient, ça va de soi. Donc, les différentes molécules vont agir souvent soit au niveau de certaines hormones, soit au niveau du système, entre autres le mésolimbique, au niveau dopaminergique qui va influencer la prise alimentaire. Donc, je commence avec la colonne de gauche qui regroupe nos agonistes de la GLP-1. Alors, la GLP-1, c'est une hormone, c'est une hormone naturelle qui est sécrétée par l'intestin grêle et qui agit au niveau de l'hypothalamus. C'est une hormone qui semble jouer un rôle dans la perte de poids parce qu'elle intervient beaucoup au niveau de la sensation de satiété.
Surtout lorsqu'on consomme de la nourriture, elle est sécrétée. Elle vient dire à l'hypothalamus au niveau du cerveau, là, c'est assez, je suis satisfait, je n'ai plus le goût d'ingérer de la nourriture. Donc, ça va être vraiment par ce mécanisme de là. Donc, on va sentir une plénitude plus rapidement et ça va aider. Cette hormone-là vient aussi aider, donc l'agoniste de la GLP-1 qu'on va donner va aussi aider à ralentir la vidange gastrique. Alors, ça va ralentir le passage des aliments de l'estomac à l'intestin. Donc, on va justement avoir besoin de moins manger. On va se sentir plein, hein? On va digérer plus lentement. Donc, ça va aussi nous amener nécessairement à manger un peu moins et à être rassasié plus longtemps. Cette hormone-là va aussi avoir un effet au niveau de l'insuline. Donc, va augmenter la sécrétion de l'insuline et va diminuer la sécrétion de glucagon, qui sont des effets qu'on va aimer surtout chez nos patients qui sont diabétiques. Alors, raison pour laquelle, entre autres, certains agonistes de la GLP-1 utilisés pour le traitement de l'obésité vont être utilisés aussi pour le diabète parce qu'ils ont certains effets sur le taux de sucre. Donc, on a ici le liraglutide, qui est le Saxenda, qui est une injection sous-cutanée une fois par jour. Et on a aussi la sémaglutide. La sémaglutide qui est commercialisée en diabète sous le nom d'Ozempic, qui est malheureusement utilisée parfois à mauvais escient pour la prise en charge du poids, tandis que ce n'est pas son indication officielle, mais quand même, elle est faite parfois là, pour des motifs de couverture d'assurance. Sachez toutefois que la sémaglutide développée en obésité et commercialisée pour cette indication-là va être disponible cet automne, en automne 2024. Et elle va être disponible à dose de 2,4 mg, qui est vraiment la dose là, efficace pour induire vraiment une perte de poids importante et plus efficace que l'Ozempic à dose utilisée pour le diabète. Alors, c'est un bon choix, cette molécule-là, chez nos patients, évidemment, qui ont des comorbidités ou du diabète. Les effets secondaires, c'est sûr que ça va impliquer de causer des nausées, parfois des vomissements, des diarrhées aussi qui peuvent être présentes, de la constipation, des douleurs abdominales. Donc, c'est surtout des effets digestifs. Il faut s'attendre à ce que ça soit présent, surtout au début et à chaque augmentation de dose. C'est une injection sous-cutanée, donc le patient doit être à l'aise aussi à se faire des injections et c'est quand même environ 400 $ par mois. Le bupropion qui est combiné à l'analtrexone, en fait, ça, c'est une association d'un antidépresseur, qui est le bupropion, et d'un antagoniste des opioïdes qu'on appelle l'analtrexone. Donc, le mécanisme d'action, en fait, de ce médicament-là, c'est que dans un premier temps, il va avoir une action sur l'hypothalamus, donc va stimuler un peu les neurones qui sont responsables de la satiété, mais va agir au niveau aussi du circuit dopaminergique, là, au niveau de la voie mésolimbique. Donc, ça c'est la voie qui va réguler l'apport alimentaire. Donc, ça va permettre de diminuer justement l'espèce de sensation de fringale, d'impulsion là, associée aux aliments, plaisir, puis ça va régulariser davantage la prise alimentaire. Donc, c'est entre autres le mécanisme qui est impliqué. Donc, c'est une molécule qu'on peut choisir souvent chez les patients qui vont avoir des troubles dépressifs, des troubles anxieux, étant donné qu'il y a un antidépresseur dans la molécule. Chez les patients qui sont fumeurs, parce que c'est aussi, le bupropion est aussi utilisé pour favoriser l'abstinence. C'est un traitement d'arrêt tabagique. Et bien évidemment, ça cause aussi des nausées, là, le bupropion surtout, des vomissements, de la constipation aussi qui est assez importante, de l'insomnie qui est l'effet, je vous dirais, qui est souvent omniprésent parce que c'est une molécule qui est prise quand même 2 fois par jour. C'est 2 comprimés 2 fois par jour. Donc, la dose du soir peut parfois impacter le sommeil et aussi certains effets anticholinergiques, là, entre autres de la bouche sèche, parfois des maux de tête aussi. Le coût de cette molécule-là est autour de 300 $ par mois. Donc, celle-ci est prise par la bouche, contrairement aux agonistes de la GLP-1 qui sont injectables. L'Orlistat, en fait, c'est plus vraiment de nos jours une molécule qui est utilisée. Je vous dirais que ça l'était auparavant, mais on a vraiment d'autres meilleures options. Le mécanisme d'action de l'Orlistat, en fait, c'est de la malabsorption. Donc, ça vient altérer finalement la digestion des gras. Donc, ça va créer vraiment une malabsorption dans l'intestin et les gras, plutôt que d'être absorbés, vont être juste libérés, vont être excrétés au niveau des selles. Donc, vous comprendrez que ça va créer souvent des selles qui vont être très bileuses, de l'incontinence fécale, beaucoup de flatulences, des diarrhées aussi par moment. Donc, c'est pas une molécule qui est très bien tolérée. Je vous dirais la pire des trois à ce niveau-là. Et le coût de cette molécule-là, par contre, est un peu moins cher, autour de 200 $ par mois.
Et je termine avec une molécule qui est le tirzépatide, qui est le Mounjaro, de son nom commercial. Une molécule qui vient tout juste de sortir, d'être disponible dans la pharmacopée, qui est un double mécanisme d'action. Donc, non seulement c'est un agoniste de la GLP-1, tout comme le Saxenda, mais en plus, c'est un agoniste aussi de la GIP. La GIP qui est une autre hormone aussi qui favorise, qui est impliquée dans la satiété. Donc, évidemment, en associant ces deux molécules-là, on s'attend à beaucoup plus d'effets sur le ralentissement de la vidange gastrique, sur la sensation de satiété précoce qu'on va voir qui va être obtenue. Donc, c'est aussi un bon choix, là, évidemment, en diabète. Sachez que pour l'instant, le Mounjaro est commercialisé, en fait, dans le diabète, mais certaines études, là, il y a des études qui sont en cours présentement pour l'obésité. Alors, pour voir si éventuellement il pourrait être utilisé là, dans un contexte d'obésité. Le coût est évidemment un petit peu plus élevé que nos agonistes de la GLP-1, donc un peu plus de 400 $ par mois. Évidemment, toutes les molécules disponibles commercialisées pour l'obésité ne sont pas couvertes par le régime d'assurance médicaments du Québec. C'est seulement remboursé chez certains patients qui vont avoir des assurances privées, ça va de soi. Alors, en résumé, avec des molécules pour la perte de poids, on peut s'attendre à une perte de poids d'environ 5 à 10 % du poids initial et on peut s'attendre aussi à une amélioration du profil métabolique à un certain point, de même qu'une efficacité qu'on va obtenir en l'espace d'à peu près 3 à 6 mois. Et je termine en vous présentant le dernier pilier de la prise en charge du surpoids et de l'obésité qui est la chirurgie bariatrique. Donc oui, intervention très efficace. On peut s'attendre à une perte de poids d'autour de 20 à 40 % dépendamment du type de chirurgie. C'est évidemment une dernière étape dans le processus de perte de poids. Donc, évidemment, c'est pas tous les pas tous les patients qui sont éligibles. Ça nécessite surtout, avant de considérer la chirurgie bariatrique, d'optimiser au préalable la santé mentale, surtout la santé nutritionnelle, la santé médicale aussi du patient et l'activité physique. Donc, la chirurgie bariatrique, elle est indiquée chez les patients de 18 à 65 ans qui vont présenter un IMC là, de 35 ou plus. Et les chirurgies bariatriques sont soit de type, on a différents types, on a des types qui sont plus de type restrictif, donc on va venir enlever une petite portion de l'estomac, ce qui va faire que le contenu gastrique, ça va être une petite poche gastrique qui va laisser de la place à beaucoup moins d'aliments, donc on va nécessairement consommer moins d'aliments de cette façon-là. Et on a des chirurgies qui sont un petit peu plus complexes, qui vont être à la fois malabsorptives et restrictives. Je parle entre autres ici du bypass gastrique, entre autres là, la chirurgie en Y de roue, où on va venir contourner une certaine portion de l'intestin pour éviter là, qu'il y ait l'absorption, que les aliments passent et soient absorbés au niveau du duodénum, entre autres, et du jejunum. Malheureusement, ces types de chirurgies-là viennent quand même avec un risque de déficience nutritionnelle parce qu'il y a moins d'absorption de certaines vitamines et minéraux essentiels. Donc, les personnes qui vont subir ce genre d'intervention-là vont devoir prendre une supplémentation en vitamines et en minéraux là, à vie, donc de façon régulière, de façon très assidue aussi pour éviter des carences nutritionnelles, ça va de soi. Donc, comme je le disais, 20 à 40 % de poids à peu près, selon le type de chirurgie. Et par contre, il y a quand même un certain regain pondéral qui peut être attendu, là, à peu près 5 à 10 % de reprise du poids dans plus de 2 ans là, après la chirurgie. Donc, encore là, on voit que c'est pas une option qui est sans conséquences aussi, qui n'est pas infaillible. Alors, ça fait le tour pour la chirurgie bariatrique. En conclusion, je vous invite à retenir 3 messages clés. Donc, dans un premier temps, renforcer les bases avant d'envisager des options médicamenteuses pour la perte de poids. Donc, intégrer au préalable l'activité physique dans le plaisir, diversifier votre alimentation, intégrer une grande quantité de fruits et légumes, de noix, de bons gras, de couleurs dans votre alimentation, partagez des repas en pleine conscience avec les gens que vous aimez, soyez conscient de votre prise alimentaire. Dans un deuxième temps, eh bien, tentez le plus possible de limiter l'impact négatif de certains médicaments sur votre poids et surtout sur votre profil métabolique. Donc, questionnez votre professionnel de la santé à savoir si certains médicaments que vous prenez pourraient avoir un impact. En étant plus conscient, on prend des décisions beaucoup plus réfléchies et judicieuses.
Et en terminant, intégrer des comportements de vie qui vous apportent du plaisir, qui sont pas trop contraignants, évidemment, hein, qui sont facilement réalisables. Donc, les objectifs SMART qui sont concrets, facilement atteignables, donc petits pas à la fois, de sorte à ce que vous puissiez les maintenir à long terme. Alors, ce fut un plaisir de vous partager un peu mon expérience sur le domaine de la pharmacothérapie, en espérant que la suite pour vous soit positive.